Donc moi j'ai la tâche de vous résumer très brièvement le contexte du développement soutenable qui a déjà été pas mal évoqué, mais que je vais récapituler vraiment très brièvement pour pas qu'on prenne de retard. Donc ce que les sciences environnementales ont montré, c'est évidemment que les trajectoires actuelles de développement ont déjà entraîné des modifications qui sont extrêmement graves et pour certaines irréversibles du climat et de la biodiversité, avec côté climat une intensification des extrêmes climatiques, mais également des changements de fond dans par exemple l'océan et la cryosphère qui sont irréversibles à nos échelles de temps, avec des changements, par exemple, la montée du niveau des océans qui va se poursuivre encore pendant des millénaires en conséquence de nos trajectoires de développement. On a également tout un tas d'impacts qui sont en conséquence des changements physiques et qui vont impacter la biodiversité ou impacter nos différentes chaînes économiques. Et puis, ce que montre l'IPBES qui synthétise les connaissances sur la biodiversité, c'est une érosion massive de cette biodiversité avec 25% des espèces qui sont déjà menacées d'extinction et 75% des milieux terrestres, 40% des écosystèmes marins qui sont fortement dégradés. Donc l'IPBES rappelle qu'on est sur un rythme actuel d'extinction qui est aussi extrêmement rapide et grave comparé aux différentes crises d'extinction qu'il y a pu y avoir précédemment. Et ce développement a quand même laissé une partie des populations en dehors de l'accès au mode de vie décent, avec des profondes inégalités, à la fois dans l'accès aux ressources de base, qu'il s'agisse d'accéder à une eau potable ou à l'électricité, qu'il s'agisse de l'accès à l'éducation ou à la santé, qui reste encore extrêmement hétérogène, et puis face à la dégradation de l'environnement, avec, selon le GIEC, plus de 3 milliards de personnes qui sont dans des contextes qui sont hautement vulnérables au changement climatique, donc par exemple dont les moyens de subsistance dépendent du climat local qu'ils endurent. Cette inégalité, elle est aussi dans la responsabilité qu'on peut avoir en termes de dégradation de l'environnement. Le récent rapport de synthèse du GIEC rappelait qu'aujourd'hui, 10% des ménages à l'empreinte carbone la plus élevée représentent 40% des émissions mondiales, quand la moitié de la population mondiale représente moins de 15% des émissions. Et ce que vous voyez comme graphique en bas à droite, ce sont ces émissions de gaz à effet de serre par personne. Donc chaque rond représente une région du monde et la trajectoire en noir, c'est l'évolution de ces émissions par personne en fonction du temps. Et ces émissions sont représentées en fonction de l'indice de développement humain. Donc l'indice de développement humain, il prend en compte à la fois les richesses, le PIB, mais aussi l'accès à l'éducation ou l'espérance de vie. Donc aussi une répartition derrière des richesses. Et ce que l'on voit, c'est d'une part, si on regarde la trajectoire historique, combien l'augmentation de nos émissions par personne a permis pendant un temps de faire évoluer l'indice de développement humain, mais aujourd'hui on se retrouve avec une répartition qui est extrêmement inégale, à la fois en termes d'émissions, et si vous regardez le gros rond en haut à droite, on voit les émissions par personne aux États-Unis et au Canada, qui, si on le compare par exemple à l'Europe de l'Ouest, qui est donc directement en dessous verticalement, on voit qu'on a des émissions par personne qui sont plus du double de celles de l'Europe de l'Ouest, avec malgré tout un indice de développement humain qui est à peu près similaire. Donc l'enjeu des trajectoires de développement durable, c'est de faire converger d'une part les ronds en bleu en bas dans le rectangle orange, donc c'est-à-dire diminuer nos émissions par personne tout en conservant un accès à l'éducation, à la santé et aux ressources de base qui soient à la hauteur de ce que l'on a ce que l'on a eu jusqu'à présent, et en même temps de permettre aux pays qui sont en orange, et plus particulièrement ceux qui sont en gris, d'accéder à un indice de développement humain qui soit satisfaisant, donc à des ressources élémentaires, même si ça doit vouloir dire pendant un temps avoir des émissions par personne qui soient un petit peu plus élevées. Mais donc c'est bien des objectifs qui vont être très différents suivant qu'on est dans un pays développé, fortement émetteur, ou qu'on est dans un pays en développement, voire en accès encore au développement. Donc
ce qu'analysent les rapports du GIEC et de l'IPBES, ce sont ces trajectoires futures possibles avec une vision qui est vraiment systémique, c'est-à-dire qu'elle regarde en même temps les connexions entre les crises et qu'il ne s'agit pas de résoudre un problème environnemental aux dépens d'un autre, mais aussi les trajectoires de développement soutenable. Donc on voit ici représenter de manière très idéalisée un atterrissage possible de trajectoires qui permettrait à la fois une protection de la biodiversité avec une restauration des espaces naturels et des modes de production de l'énergie et de l'alimentation qui soient beaucoup moins impactants. Et le travail d'analyse des transitions, donc de comment on parvient à ce genre de mode de vie idéalisé, montre que ça demande des transitions qui sont extrêmement profondes. On n'est pas sur des petits ajustements individuels, on est vraiment sur des changements de fond, à la fois dans la manière dont on produit de l'énergie, des biens et de l'alimentation, mais aussi dans la manière dont on les consomme. Donc ces rapports montrent qu'on a des leviers d'action qui sont technologiques, mais pas seulement, qui sont aussi sur une maîtrise de la demande et de nos modes de consommation qui passent par des politiques publiques, pas du tout par des petits gestes individuels, qu'il existe des solutions fondées sur la nature, même si dans un monde qui se réchauffe rapidement, elles peuvent à un moment donné arriver à être aussi mises en difficulté et que ça ne doit pas signifier de préempter des terres dans des territoires qui ne sont pas les nôtres pour continuer nos modes de vie extrêmement émetteurs. Et ces enjeux, on l'a déjà souligné avant, font apparaître des besoins importants en termes d'éthique, d'équité et de justice dans les efforts qui sont mis en œuvre, notamment. Donc ça veut dire des besoins à la fois de formation vers des nouveaux métiers dans ce monde en transition. On l'a évoqué, ça a forcément des conséquences en termes aussi d'enseignement pour une université comme la nôtre. Du point de vue recherche, ça veut dire encore des ruptures technologiques et des nouveaux procédés à trouver, mais pas seulement. La recherche a déjà permis d'avoir tout un tas de solutions qui aujourd'hui sont déployables. Tout n'est pas en attente de trouver des solutions, mais dans ce déploiement, ça nécessite aussi des recherches, par exemple, sur le recyclage de certains matériaux critiques qui sont nécessaires à la transition. Ça demande aussi des recherches de la part de nos collègues qui travaillent sur les humanités pour comprendre cette transformation de la société, comprendre les leviers et les freins à cette transformation. Ça demande un transfert de connaissances important, en particulier des pays développés vers les pays en développement. On l'a évoqué précédemment, ça veut dire une science ouverte, mais pas seulement, ça veut dire vraiment de la coopération aussi avec ces pays qui sont très fortement impactés aujourd'hui par les conséquences environnementales de nos trajectoires. Et tous ces défis sont évidemment des défis pour l'université en termes de recherche et de formation, mais également en termes de réduction des impacts de nos travaux de recherche et dans une moindre mesure de l'impact de la manière dont on fait de la formation. Donc tous ces points, on va les aborder aujourd'hui. Donc je vais rendre le micro pour qu'on puisse vraiment entrer dans le vif du sujet.